la banane, Raphaël. Coucou. Coucou. Merci à toutes et à tous d'être ici. Vous savez, j'étais caché, j'écoutais tous les discours et je trouvais ça tellement bien. En fait, j'avais oublié qu'après je devais parler moi aussi. Et je sentais comme ça un véritable bonheur en fait. Un bonheur de se retrouver ensemble et d'écouter des discours différents les uns des autres et qui pourtant tous viennent nous raconter la même chose, la même volonté de transformer l'Europe, transformer le monde, transformer la France à nouveau, transformer la gauche. Alors c'est un vrai bonheur d'être ici et je voudrais remercier Frédéric, Chantal, Céline, Christophe, Violaine et toi Johanna tout particulièrement, parce que je me souviens qu'avant même de lancer Place Publique, on est venu à Nantes discuter avec toi et que tu as accueilli notre initiative plus qu'à bras ouverts et que tu nous as dit que justement on avait tous besoin d'initiatives comme celle-là à gauche. Et donc vraiment merci, puisque Saïd a expliqué le rôle clé d'Olivier, mais tu as été déterminante en fait dans notre lancement même. Donc je tiens vraiment à rendre hommage et à ton action de maire et à ton soutien, te remercier du plus profond de mon cœur. Donc, dans ta ville, dans votre ville, qui est celle aussi de Jules Verne, on aime envisager l'avenir, même de manière futuriste, et un temps qualifié d'utopique ou d'idéaliste. Et nous, ce matin, on a essayé ensemble d'envisager l'avenir de l'Europe en présentant notre projet. En présentant notre projet et notre liste. Et je sais que Olivier a parlé déjà de notre liste, mais moi je veux dire à quel point je suis immensément fier de faire partie et même de mener une liste comme celle-là. Une liste de combattantes et de combattants pour la justice sociale, la justice écologique. Une liste qui ne ressemble à aucune des autres listes, précisément parce qu'elle reflète la diversité des engagements qui constituent la gauche. Alors j'aimerais tant que tous les candidats et toutes les candidates de cette liste, même toi Claire, je suis désolé, aillent au Parlement européen, mais je pense que nous ne ferons pas 100%. Mais toutes et tous, nous participons au même combat. Et quelle autre liste peut compter parmi ses membres deux prix Goldman, l'équivalent du prix Nobel d'écologie, Claire Nouvian, que vous avez entendu, mais aussi qu'il y a 3 prix Goldman en France, eh bien il y en a 2 qui sont sur notre liste, ce qui est quand même, on peut le dire, la classe. Et ce qui est, au-delà d'être la classe, est surtout extrêmement important quand on a le type de nouvelles qu'on a eues aujourd'hui. C'est une liste qui comporte aussi, qui compte parmi elles, la rockstar de tous les meetings, la voix la plus charismatique de la politique française, mais surtout l'homme qui a fait la guerre aux pesticides, l'homme qui ne s'est pas arrêté devant les menaces des lobbies. J'ai nommé le bien connu Éric Andrieux. Dont tu as parlé, qui comporte aussi, parmi les gens qui ne sont pas là, parce que les gens qui sont là ont déjà été cités, mais qui comporte aussi des gens aussi extraordinaires que l'avocat d'Anticor, qui a quand même mis Sarkozy au pénal, il faut le dire. Et qui pourchasse la corruption dans les plus hautes sphères de la République et qui entend aller au Parlement européen pour pourchasser justement ces lobbies dont tout le monde parle, mais que si peu savent combattre aussi bien que lui.
Une liste qui compte aussi parmi ses membres Sylvie Guillaume, qui est la voix des exilés dont tu parlais, Johanna, au Parlement européen, qui a mené un combat d'arrache-pied pour que l'Europe soit fidèle à ses principes. Et moi, comme toi, et comme nous tous, on est convaincus que précisément parce que ce combat est difficile, c'est celui qui doit être mené. C'est le combat qui détermine, en fait, si on considère la politique comme une affaire de communication ou comme une affaire de conviction. Et donc, je suis particulièrement fier qu'elle soit numéro 2 sur notre liste. Une liste qui compte aussi quelqu'un comme Raphaël Pitti. Et j'aimerais vous parler de Raphaël Pitti qui n'est pas là. Ça, on ne pense pas que c'est la flagornerie pour faire plaisir à quelqu'un qui est parmi nous. Mais Raphaël Pitti, c'est un médecin qui a été plus de 80 fois en Syrie, un médecin militaire, plus de 80 fois en Syrie, sous les bombes, pour soigner les victimes de la guerre et pour soigner les victimes de Bachar el-Assad. Raphaël Pitti, c'est quelqu'un qui a refusé la Légion d'honneur pour protester contre le traitement infligé aux exilés dans notre pays. Et c'est des gens comme ça qu'on revoit en politique. C'est des gens comme ça qu'on revoit en politique, parce qu'on sait que ceux qui ont refusé les honneurs, ceux qui ont dédié leur vie, leur existence à une cause, qui n'ont pas eu peur d'aller au front, eh bien ces gens-là, ils ne vont pas céder au premier lobby qui vient frapper à leur porte au Parlement européen. Et donc moi je suis extrêmement fier parce que tous ces engagements sur la solidarité sociale, sur l'humanisme, sur la transformation écologique de nos sociétés, tous ces engagements qui sont incarnés sur notre liste, eh bien ils reflètent la pluralité des engagements de ce qui doit être la gauche. Et donc notre liste c'est un peu un microcosme, quelque chose qui anticipe et reflète ce qu'on aimerait voir naître dans notre pays, c'est-à-dire cette grande gauche qui rassemble l'écologie, la solidarité sociale, les principes humanistes, la défense des libertés publiques. Et cette liste, les noms qui composent cette liste, ressemblent au programme qui est porté, au projet qui est porté par la liste. Notre projet, c'est le mariage de la tradition socialiste, de la tradition de la gauche française, d'une quête inlassable de justice sociale et de l'impératif de la transformation écologique. Et c'est ce mariage-là qui va être le cœur eh bien, de ce qui sera la gauche du XXIe siècle. Notre projet, celui qu'on a présenté tout à l'heure et que Olivier a déjà évoqué, c'est un projet de rupture. C'est un projet de rupture avec les politiques libérales. Ce que nous proposons, c'est de sortir de la religion du libre-échange. C'est d'imposer un protectionnisme solidaire et écologique aux frontières de l'Union européenne. Vous savez, moi, j'ai été à la Réunion et j'ai discuté avec des éleveurs de poulets. Et ils m'ont expliqué que sur les marchés même de la Réunion, les poulets brésiliens, donc élevés au Brésil, et ensuite conditionnés en Roumanie, quand ils arrivaient sur le marché réunionnais, vous imaginez le trajet, eh bien, étaient 2 fois moins chers que les poulets qu'eux-mêmes élevaient sur leur île. Et ce système marche sur la tête. Et donc nous, tout notre projet, c'est de remettre ce système à l'endroit. Et quand on dit qu'il faut imposer des normes, et on va en parler, des normes sociales, des normes écologiques à nos producteurs, alors la moindre des choses, c'est d'imposer aussi des barrières aux frontières de l'Union européenne pour ne pas les exposer à la concurrence déloyale. Et donc ce que nous proposons, c'est de rompre avec ce culte du libre-échange et ce culte de l'austérité. On propose de sortir les dépenses liées à la transformation écologique des 3% de déficit. Ce que nous proposons, c'est le pacte finance-climat que Olivier a évoqué. Ce pacte, il vise à réconcilier justement quête de justice sociale et transformation écologique. Montrer que l'écologie, ce n'est pas simplement des taxes punitives, c'est d'immenses investissements qui permettront de créer des emplois, qui permettront eh bien, d'augmenter le pouvoir d'achat des foyers les plus modestes, notamment par ce plan de rénovation thermique qui permettra à chaque foyer d'économiser entre 800 et 1000 euros, jusqu'à 800 et 1000 euros en dépenses de chauffage par an. Ce que nous proposons, c'est le bouclier emploi. Ce que nous proposons donc, c'est quelque chose qui est à l'opposé de la vision libérale du travailler plus pour gagner plus d'Emmanuel Macron. On sait d'où ça vient, on a connu en 2007 le même projet.
Et c'est l'opposition, en fait, du travailler tous et du travailler plus. C'est l'opposition d'une vision profondément ancrée à gauche et d'une vision libérale. Et ce type de projet comme le bouclier emploi, tu l'as rappelé, c'est possible. C'est même déjà réalisé. Et donc, toute la logique qui nous guide, c'est en fait de s'inspirer des bonnes pratiques et de les généraliser. De montrer que, eh bien, il y a des endroits en Europe, comme en Allemagne sur le bouclier emploi, où on invente de nouvelles pratiques sociales qui peuvent être généralisées, mais sans augmenter les dépenses publiques, sans même augmenter les dépenses publiques. Prenez l'exemple finlandais sur la question des sans-abri. Il y a le programme Logement d'abord, mis en place par le gouvernement finlandais. Le gouvernement finlandais loge gratuitement l'ensemble des sans-abri. Et au bout de 2 ans, on s'est rendu compte de quoi? Eh bien que le gouvernement en Finlande, l'État, dépense 15 000 € de moins par an et par sans-abri qu'en France. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est qu'en économisant sur les frais d'hébergement d'urgence, en économisant sur les frais de justice et les frais d'hospitalisation liés à la vie dans la rue, on montre que la solidarité est rentable. Et c'est ça tout notre pari, c'est de montrer que le choix de la solidarité est viable, que ce n'est pas utopique, que c'est même extrêmement réaliste, et que c'est l'inverse qui est irréaliste. C'est de penser qu'on peut continuer ces politiques injustes et continuer à avoir l'Union européenne. Non. Si on continue à voir les inégalités exploser, à avoir des politiques injustes, eh bien on aura l'insurrection nationaliste, on aura l'insurrection populiste, et on se retrouvera eh bien, face à l'explosion de l'Europe. Et ça, c'est ce qu'on veut à tout prix éviter. Ce que nous proposons, c'est d'instaurer dans chaque pays européen un minimum vieillesse. Ce que nous proposons, c'est une Europe donc qui s'occupe des citoyens et qui s'occupe de ses territoires. Et ça, c'est quelque chose, je sais, Johanna, qui est très important pour toi. En fait, ce qu'on propose, c'est quelque chose qui a déjà été proposé, mais qui n'a jamais été appliqué. C'est un véritable pacte girondin. Il y a un candidat à la présidentielle en 2017 qui avait proposé cela, qui avait même fait de ce pacte son cheval de bataille. Mais dès la seconde où il a été élu, on l'a vu marcher comme ça dans une cour. C'était au Louvre avec une belle musique, il faut reconnaître. Et on a senti directement. En fait, le supposé girondin, celui qui allait faire respirer la démocratie française, renforcer le rôle des maires, libérer les énergies, laisser la démocratie locale s'exprimer et renforcer les pouvoirs de l'Europe, eh bien en réalité était un mélange entre le pire du jacobinisme et le pire du bonapartisme. Et que cet homme... l'enfant caché de Michel Rocard, si loin, était un joyeux mélange entre Giscard et Pompidou. Et donc, cet homme, qui est aujourd'hui notre président, nous lui devons un respect, eh bien, il a menti. Il a menti. Il avait promis qu'il allait relancer l'Europe et qu'il allait renforcer la démocratie locale. Et il a concentré l'ensemble des pouvoirs dans ses propres mains. Il a renforcé la centralisation. Et il a joué au dieu romain, Jupiter, jusqu'à finir en Néron, en mettant le feu à notre pays. Et donc, nous proposons ce pacte. Et nous proposons donc de renforcer l'Europe, de renforcer l'échelle fédérale européenne, de renforcer la démocratie à l'échelle européenne. Mais pour renforcer la démocratie à l'échelle européenne, il faut renforcer la souveraineté européenne. Et donc il faut assumer. Il faut assumer que si on veut que l'Europe se transforme en puissance protectrice, en puissance politique, qu'elle ne soit pas qu'un marché, qu'elle ait une autonomie stratégique, eh bien il faut assumer une véritable défense européenne. Nous ne voulons plus dépendre de l'Empire américain. Mais alors pour ne plus dépendre de l'Empire américain, nous ne voulons plus dépendre d'aucun empire d'ailleurs, eh bien pour ne plus dépendre de l'Empire américain, il faut que nous construisions une véritable défense européenne. Et nous sommes tellement pour la démocratie européenne
que nous voulons des citoyens européens. Tu l'as mentionné, encore une fois, mais à chaque fois que je t'écoute, le problème c'est que ensuite mon discours sonne un peu répétitif, cher Johanna. C'est pas grave, ce sera pas partout pareil. Et nous voulons des citoyens européens, et pour avoir des citoyens européens, ça a déjà été évoqué, il faut démocratiser le sentiment d'appartenance à l'Europe. Il y a aujourd'hui un programme qui fonctionne, même très bien, et qui s'appelle Erasmus. Et ce programme, il forge des citoyens européens. Tout le monde sait, quand les jeunes vont passer un an dans un autre pays européen, ils reviennent profondément convaincus que l'Europe est leur avenir. Ils reviennent avec un sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Mais le problème, c'est que ce programme, qui marche si bien, concerne 3, 4, voire 5, selon les estimations les plus optimistes, % des jeunes. Et donc, on est en train de faire quelque chose qui a déjà été fait dans notre histoire. On est en train de recréer une aristocratie. On est en train, de copier le XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il y avait une aristocratie qui était profondément européenne. Il y avait une élite qui sautait par-dessus les frontières, se mariait entre elles, discutait, conversait, échangeait, commerçait. Et cette élite était particulièrement intéressante, elle a notamment donné des lumières. Et le problème, c'est que les peuples étaient laissés sur le bas-côté. Eh bien, nous refaisons exactement la même chose. Dans les zones périurbaines, dans les quartiers populaires, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'Europe semble extrêmement loin, et on n'a pas accès à ces programmes. Et donc, nous, ce que nous proposons, c'est une chose très simple. Erasmus pour tous. Universalisation. De 25 ans puisse aller développer un projet associatif, professionnel, éducatif, ou même d'apprentissage dans un autre pays européen. Et avec une bourse qui dépendra de sa situation sociale. Il y a quelqu'un qui a vraiment envie d'y aller. Ce serait la première. Et donc les jeunes des quartiers les plus défavorisés auront une bourse plus élevée parce que leurs parents ne peuvent pas financer une année d'études ou de projet à l'étranger, ou même 6 mois. Et c'est la seule manière qu'on aura de pouvoir créer une véritable démocratie européenne. C'est bien sûr, comme d'autres pistes, on a dans notre projet le renforcement du Parlement, la nécessité de démocratiser les institutions. Mais ça, on s'occupe que du crassy de démocratie. Si on veut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un débat politique, un débat public européen qui soit partagé par tous les citoyens, qui se sentent européens. Et ça, pour y arriver, on doit avoir un projet pour la jeunesse. Or, aujourd'hui, la jeunesse, c'est la grande oubliée de ces élections. Alors moi, je comprends pourquoi, parce que quand on rentre en politique, on croise plein de stratèges électoraux et d'experts en communication et d'analyse de sondages. Et ils vous disent, la première chose, quand vous prononcez le mot jeunesse, ils vous regardent et vous disent, non mais, les jeunes ne votent pas. Oui, enfin, c'est quand même pour eux qu'on s'engage en politique. Oui, mais là, on est trop près de l'élection, il faut mieux pas parler des jeunes. Eh bien, nous pensons sincèrement que si l'Europe n'a rien à proposer à sa jeunesse, elle périra. Et que donc, c'est d'abord à la jeunesse qu'elle doit s'adresser, puisque c'est pour elle qu'on l'a construit, pour la jeunesse. Et alors la différence, voilà, c'est qu'en plus, nous, on assume de dire comment on va financer ça. Parce que tout le monde explique qu'il faut que l'Europe soit plus sociale et plus écologique. Très bien. Mais personne ne dit comment lui donner les moyens de faire ça. Par la contribution nette des États. Et moi, je les entends tous nous dire ah non, déjà, on donne trop à l'Union européenne. Et donc, il faut non seulement maintenir la contribution nette des États, mais doter l'Union de ressources propres. Aujourd'hui, le budget européen, en réalité, même s'il y a ce mythe des fonctionnaires de Bruxelles, le budget européen, c'est une blague. On ne peut pas mener de politique sociale cohérente et juste avec le budget dont dispose l'Europe. On ne peut pas mener la transformation écologique de nos sociétés avec le budget dont dispose l'Europe. Et pourtant, c'est des questions qui doivent se traiter à l'échelle européenne. Et donc, il faut un budget européen. Tu as évoqué
Olivier, l'impôt sur les bénéfices des grandes sociétés, c'est une piste. La taxe aux frontières de l'Union européenne, c'est une autre piste. Il faut assumer, en fait, de dire que l'Union européenne ne survivra que si elle met à contribution, eh bien, celles et ceux qui ont cru qu'ils pouvaient s'émanciper du commun. On demande des efforts à tout le monde. Et cette taxe sur les bénéfices des grandes sociétés, c'est-à-dire aujourd'hui à 80% des dividendes versés aux actionnaires, mais c'est une goutte d'eau dans leur orgie. Ils ne le sentiront même pas passer. Non mais c'est vrai, ils ne le sentiront même pas passer. Et enfin, on va s'attaquer à ceux qui ont réellement trop d'argent. C'est vrai. Aujourd'hui, on mène des politiques, y compris héritées de certains gouvernements de gauche, mais qui sont universelles. Et donc, les premiers bénéficiaires, par exemple, du CICE, ce sont Total et Carrefour. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire le CICE, mais il faut faire en sorte que ça bénéficie aux TPE, PME, et que quand on installe une taxe, eh bien, on en exempte les TPE, PME. Parce que là, en ce moment, il y a des immenses groupes qui font plein de fric, je suis désolé, c'est comme ça qu'on parle, et qui ne sont pas mis à contribution, alors même qu'on cherche à imposer ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Et donc, on a un projet de rupture. Et il faut aller le porter. Alors je sais bien que ces élections ne passionnent pas encore les masses. Je sais que l'abstention s'annonce immense, et surtout dans les quartiers populaires, surtout dans les terres traditionnelles de la gauche, et même, selon certains sondeurs, surtout à gauche. Je sais bien aussi que souvent l'Europe semble très loin, et Bruxelles semble parfois appartenir à une autre planète que la Terre. Mais cette distance est une illusion. L'Europe n'est pas loin, l'Europe elle est présente partout. Et alors il faut le dire, c'est la première chose, et là je suis d'accord avec ce qui a été dit avant, il faut le dire partout, à tout le monde. Il faut voter le 26 mai. Le choix qui est devant nous est décisif. Il est décisif pour la sauvegarde de notre modèle social, il est décisif pour la sauvegarde du climat et de la biodiversité, il est décisif pour la sauvegarde de nos services publics, il est décisif pour la sauvegarde de notre agriculture, de notre industrie, de nos emplois, de notre santé. En fait, il est décisif pour notre sauvegarde à nous. Et donc c'est un choix qu'on n'a pas le droit d'ignorer, en fait. Et ça, il faut le répéter partout. Alors il n'y a pas que l'indifférence à combattre. Il y a aussi l'hostilité montante à l'égard du projet européen. Je vois bien que partout, et pas seulement à l'extrême droite, le projet européen est vilipendé. Je vois s'installer de plus en plus le poison, s'instiller le poison du repli sur soi et du nationalisme. Alors on doit se faire un serment. Et ce sera le premier serment, il y en aura un autre. On doit se faire un serment qui est de ne plus jamais rien céder sur les idées au nationalisme. De ne plus jamais rien céder. Parce qu'on perd d'abord les batailles d'idées, les batailles culturelles, les batailles sémantiques, et ensuite, eh bien, on leur laisse la victoire dans les urnes. Et donc nous, on doit assumer. On doit assumer de ne jamais avoir l'Europe honteuse. Assumer de ne jamais se laisser impressionner par les xénophobes et les populistes. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils nous promettent au fond? Ils parlent tout le temps de souveraineté nationale, de retour à la souveraineté nationale, de reprise en main de notre destin. Mais en réalité, c'est quoi ce retour à la souveraineté nationale dont ils parlent? C'est un destin de souverain? Non. C'est un destin de laquais des empires, de laquais de l'Empire américain, de laquais de l'Empire chinois, de laquais de l'Empire russe. Il suffit d'aller regarder de l'autre côté des Alpes pour comprendre. Qu'est-ce que fait le héros de Marine Le Pen et de toute l'extrême droite européenne, Matteo Salvini? Alors il monte ses muscles face aux migrants. Il monte ses muscles face aux plus faibles parmi les plus faibles. Et qu'est-ce qu'il fait quand vient chez lui le premier empereur, le premier puissant? Ben, il se couche, il s'agenouille, il se vend. C'est ce qui s'est passé quand le premier Chinois est venu en Italie. Le gouvernement italien, soi-disant nationaliste, populiste, qui voulait défendre la souveraineté italienne, a décidé de négocier seul avec la Chine.
sans passer par l'Europe, par logique anti-bruxelloise. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les Chinois ont racheté le port de Gênes et les infrastructures italiennes stratégiques. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça l'avenir? Parce que c'est ça l'avenir sans l'Union européenne. C'est ça l'avenir sans l'Europe. C'est pas un avenir souverain. C'est un avenir où on se vend pièce par pièce, bout par bout. Alors, faire barrage, disent-ils, faire barrage à l'extrême droite et aux nationalistes. Et faire barrage aux nationalistes, c'est d'abord faire barrage à leurs idées. C'est d'abord combattre pour des principes. Et c'est pour cela que messieurs Macron et Castaner ou Madame Loiseau ne seront jamais que des barrages de papier face à l'extrême droite. Ils ne seront jamais que des barrages de stratégie électorale face à l'extrême droite. Car en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent leurs mots, ils reprennent leurs pratiques. Il n'y a qu'à voir cette conférence de presse honteuse de M. Castaner qui sort du bureau de M. Salvini et qui reprend mot pour mot la rhétorique du dirigeant de l'extrême droite italienne sur les ONG et leur collusion avec les passeurs. Alors, moi, mon problème avec Madame Loiseau, ce n'est pas qu'elle ait été au GUD ou assimilée GUD quand elle avait 20 ans. Mon problème avec Madame Loiseau, c'est que, ministre, elle nous parle du shopping de l'asile en désignant des naufragés et des exilés. Mon problème, c'est que quand elle arrive sur France Culture, elle dit oui, quand je suis arrivé à l'ENA, j'étais perçue comme une romanichelle, comme ça, mais sans même comprendre, en fait, le problème de ce propos. Moi, j'allais à l'émission de culture après, et j'étais comme ça, interdit dans les couloirs de Radio France, en ayant l'impression d'entendre vraiment la très, très, très vieille droite. Enfin, et tout ça se dit progressiste. Mais nous, notre message, il est clair. Le nationalisme, on ne l'amadoue pas. Le nationalisme, on ne compose pas avec lui. Le nationalisme, on le combat. On ne le cajole pas, on le traque. Et donc, il nous faut des combattants. Il faut que dans ce Parlement qui sera infesté par les nationalistes, qui voudront ronger nos libertés publiques, qui voudront attaquer les faibles parmi les faibles dans nos sociétés, il faudra des combattants, des gens qui leur rentrent dedans, réellement. Et moi, c'est le sens de ma vie de leur rentrer dedans, si vous voulez. Même ceux que les sondeurs décrètent impopulaires. Nous mènerons le combat pour l'hospitalité, pour l'accueil des réfugiés et des exilés. Nous mènerons le combat pour les libertés publiques. Nous mènerons le combat pour les droits des femmes qui sont reniés aujourd'hui, par exemple en Pologne. Nous mènerons le combat pour la solidarité européenne. Le rempart contre les nationalistes, ce ne sont pas ces vassaux sans colonne vertébrale d'Emmanuel Macron. Ce sont les combattants et les combattantes de notre liste. Parce que eux, ils ne céderont rien sur les principes. Alors, je sens bien aussi, et plus particulièrement, ce fatalisme qui a contaminé le peuple de gauche. Je sens, moi, les blessures quand on se rencontre. Je sens les blessures encore chaudes des dernières élections. Je sens l'impact de ces 6% que tout le monde répète. J'entends aussi beaucoup de « à quoi bon ?» et je vois des haussements d'épaules. Il y a un sentiment, honnêtement, qu'on soit sincère entre nous, il y a un sentiment d'impuissance. Il y a vraiment une forme de fatalisme. Eh bien, je le comprends, moi, ce fatalisme. Il y a eu trop de renoncements, il y a eu trop de déceptions, il y a eu trop de querelles. Mais quand on rencontre ce fatalisme, la première chose à faire, c'est déjà de dire « mais regardez ce qu'est l'absence de gauche. Regardez ce qui arrive à notre pays. Regardez où mène la France, ce face-à-face entre libéraux et nationalistes. Il mène la France dans une situation de tension, de violence, de haine, jusqu'à l'incandescence. Et on ne peut pas vivre dans un pays sans gauche. On ne peut tout simplement pas. C'est notre responsabilité historique, quand elle est à terre, de la relever. Parce que sinon, on aura et le libéralisme et le nationalisme. On aura les deux. Regardez aussi, quand vous rencontrez ce fatalisme, dites de regarder au-delà de nos frontières. Regardez l'Espagne,
l'Espagne. C'est récent en plus. C'est pas 1936, l'Espagne maintenant. Eh bien, l'Espagne, le triomphe de Pedro Sanchez. Il y a 2 ans, que nous disaient les analystes, les commentateurs les plus doctes et les plus sûrs d'eux-mêmes? Ils nous disaient, mais c'est fini le Parti socialiste espagnol. C'est fini la social-démocratie. Il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace. Désormais, c'est le populisme de gauche, tel que théorisé par Chantal Mouffe, face à la droite dure. Il n'y a plus personne qui peut exister entre cette confrontation-là, entre ces adversaires. Et 2 ans après, quoi? Un triomphe électoral. Et comment un triomphe électoral? Ça, c'est une bonne leçon pour nous. En assumant une politique de gauche. Un triomphe électoral en assumant quoi? La hausse de 22% du SMIC. En assumant le congé parental paritaire entre père et mère. En assumant de proposer la constitutionnalisation de l'indexation des retraites. En assumant le clivage. En assumant que gauche et droite, ce n'est pas la même chose. Et c'est comme ça qu'on gagne les élections quand on est de gauche. Et c'est ça qu'il faut assumer. C'est pas seulement en Espagne que la gauche relève la tête. Regardez en Belgique, regardez le socialiste Paul Magnette, qui est devenu l'homme le plus populaire de Belgique. Comment? En s'opposant d'abord seul, puis rejoint par d'autres, au traité de libre-échange avec le Canada, au CETA. En réussissant cette synthèse qui est le cœur de notre projet, entre le socialisme et l'écologie, entre la quête de la justice sociale et l'impératif de la transformation écologique. Eh bien, ça, c'est le cœur, il est devenu donc l'homme le plus populaire de Belgique, et ça, c'est le cœur de notre projet. C'est le cœur de ce qui sera la gauche du XXIe siècle. Et nous avons un projet, et en plus, contrairement aux autres, nous avons des alliés pour mener à bien ce projet, pour porter ce projet. Parce qu'à l'échelle européenne, il ne suffit pas d'être dans l'incantation, de dire « moi je suis la France » ou « je suis la République » et donc vous allez m'écouter. Ou même « je suis un dieu romain et vous allez m'écouter ». Regardez, Emmanuel Macron, il avait le drapeau européen. C'est même largement pour ça qu'il a été élu. Une foule de Français qui sont attachés à l'Europe ont voté pour lui en disant « mais au moins c'est le plus pro-européen ». Et son bilan en Europe, c'est quoi 2 ans après? Personne. Jamais un président français n'a été aussi isolé sur la scène européenne. Pourquoi? Et parce qu'il est arrivé et il a joué au dur romain. Alors ça stresse les Français, mais alors à l'échelle européenne, je vous raconte même pas. Le mec, il arrive, il dit même pas bonjour, et il dit je veux ça. Mais ça se passe pas comme ça. Incapable de forger la moindre alliance. Sauf, pardon, ça il n'ose pas le dire, on va dire pour lui, sauf avec les plus ultra-libéraux du prochain Parlement européen, le groupe ALDE, financé par Bayer et Monsanto, si vous plaît. Et c'est ça, ces alliés en Europe. C'est d'une faiblesse infinie. Et donc nous, on a des alliés pour porter à bien un projet de rupture. Et nous savons à côté de qui nous nous battons en Europe. Et nous savons aussi à côté de qui nous nous battons en France. Et là, je veux vraiment dire à quel point je suis fier, nous sommes tous et toutes fiers de mener ce combat, cette campagne avec Christiane Taubira. Ouais. Dans la situation, tu disais, Olivier, mais vraiment en fait, je ne ferais pas que j'écoute les discours parce que vous dites tout. Puis moi, j'arrive, je ne fais que vous citer. Eh bien, dans la situation dans laquelle on se trouve, quand on gagne les élections, quand on est de gauche, et ça nous est arrivé plein de fois, enfin plein de fois, moi, moins, certains, plein de fois, quelque chose qui commence à devenir rare. Mais on a un rapport bourgeois à la politique, on gère son capital. Mais quand on est dans la situation dans laquelle on se trouve, on ne gère pas son capital, on s'accroche à ses convictions. Et s'il y a une personne quand même qui incarne cette vision romantique
de la politique, cette vision où l'amour des causes doit primer sur l'intérêt. C'est bien Christiane Taubira. Et s'il y a une personne dont on peut être fier et dont on veut s'inspirer, c'est bien Christiane Taubira. Et s'il y a une personne qui va remettre de la poésie, qui a essayé de remettre de la poésie dans le langage, et moi je suis convaincu que la gauche ne peut pas parler comme KPMG, que la gauche ne peut pas avoir un discours d'expert comptable. Je suis désolé, j'adore les experts comptables. Ah ouais, c'est sûr. Mais elle doit avoir quelque chose en plus, un rapport, même, je suis désolé aussi, c'est une déformation professionnelle, mais un rapport littéraire à la politique. Parce que nous, on a besoin des mots pour changer le réel. On a besoin d'avoir autre chose que les chèques du CAC 40. On a besoin d'éveiller de la passion. On a besoin d'éveiller un enthousiasme. Et donc, Christiane Taubira, c'est ça. C'est la passion et l'enthousiasme. Avec qui nous nous battons? Aux côtés de qui nous nous battons? Et nous savons aussi pourquoi nous nous battons. Nous nous battons, on l'a dit, pour la justice sociale, pour la justice environnementale, pour la justice fiscale, pour la justice. Et nous savons pour qui nous nous battons. Nous nous battons pour ceux qui ne bénéficient pas de la société telle qu'elle est, pour les défavorisés, pour ceux qui souffrent de la mondialisation, pour les dominés, pour les déclassés, pour les minorités, pour les discriminés. C'est pour ça que nous faisons de la politique. C'est pour eux. Et donc nous savons d'où nous venons aussi. Nous venons de la Révolution française, nous venons du Front populaire, nous venons de 1936, nous venons de 1981. Nous sommes les enfants de Jaurès et de Blum, nous sommes aussi les enfants de Mitterrand et de Rocard. Et si nous savons d'où nous venons, nous savons aussi vers où nous allons. Et le message qu'on doit transmettre partout, c'est que la grande histoire de la gauche française n'est pas finie. Et que c'est certainement pas un banquier qui va y mettre fin. Chacun en soi, en fait. C'est quelque chose de très intime, je pense, la gauche. On doit rentrer chacun en soi et on doit plonger en soi-même et essayer de voir, en fait, pourquoi on reste. Pourquoi on reste à se battre. Pour quelle conviction, pour quel principe, pour quelle ambition. Mais pas une ambition qui est centrée sur soi, une ambition qui, justement, est centrée sur l'autre. Qu'est-ce qui pousse un dimanche matin à 8 h à aller distribuer un tract sur un marché pour essayer de convaincre que la justice sociale n'est pas morte, qu'il y a la solidarité qui compte, que finalement il y a un autre projet que le libéralisme et l'individualisme. Et donc c'est sur ces principes-là qu'on trouve en soi, eh bien, qu'on doit tout reconstruire. Et c'est dans ces moments, quand il faut reprendre le drapeau qui est à terre, eh bien, qu'on voit réellement ce qu'est la gauche. Pas quand c'est au pouvoir, en fait. Quand c'est au pouvoir, on voit des transformations. Mais c'est dans ces moments-là qu'on retrouve en fait le sens du combat politique. C'est dans ces instants de vérité. Et moi, ce que je veux dire, c'est la gauche, même si elle est faible politiquement pour l'instant, elle est encore très puissante dans la société française. Elle existe partout. Elle existe eh bien, dans les associations, chez les gens qui s'engagent et qui font des maraudes la nuit, en hiver, pour aller aider les sans-abri. Elle existe dans les associations d'hébergeurs, dont on a parlé au début du meeting. Elle existe dans les coopératives qu'on visite partout, dans les associations du monde rural qui préservent des solidarités, qui luttent pour la préservation des maternités, des services publics, des hôpitaux. Elle existe partout, il y a des millions de gens de gauche en France. Et c'est à eux qu'il faut parler, à nouveau. Alors on a 20 jours pour aller leur parler. On a 20 jours. Et on sait quels sont nos véritables ennemis. C'est pas tant la RN, c'est pas tant le RN, c'est des adversaires, le RN c'est des ennemis, mais les véritables adversaires, le véritable ennemi, c'est ce fatalisme-là, c'est cette résignation. Alors, certes, le fatalisme est contagieux, mais il y a une chose qui est encore plus contagieuse que le fatalisme, c'est l'enthousiasme. Et c'est ça qu'il faut transmettre. La campagne, elle ne fait que commencer. Et si nous sommes enthousiastes, si on sort de cette salle et qu'on est enthousiaste, eh bien, de porte en porte, de proche en proche, on va transmettre cet enthousiasme
les gens, ils vont voir les flammes dans nos yeux. Mais vraiment, ils vont voir nos mots. Ils vont voir qu'on est sincère. Et c'est comme ça qu'on va les convaincre. Alors moi, je veux vous dire juste une chose. Soyez fiers. Soyez fiers. Soyez fiers de votre histoire. Soyez fiers des principes qui sont les vôtres. Soyez fiers des combattantes et des combattants de cette liste. Soyez fiers des couleurs politiques qui sont les vôtres et qui sont les nôtres, en fait. Ce qui est possible en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Finlande, et même dans la gauche américaine. Je veux dire, la gauche américaine est en train de renaître, là. Un pays où, quand même, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une vraie gauche. Eh bien, c'est possible aussi en France. Alors il faut juste écouter son cœur, écouter ses tripes, il faut voter avec son cœur, il faut voter avec ses tripes. Et moi j'ai juste un message, j'emprunterai à un pape pas super progressiste, mais c'est pas grave. N'ayez pas peur. Et nous, on a besoin de vous toutes et de vous tous. On a 20 jours. On a 20 jours. 20 jours pour remobiliser le peuple de gauche. Pour lui dire quoi à ce peuple qui ne s'est pas volatilisé, qui n'a pas disparu, mais qui est encore dans le doute. Pour lui dire que quelque chose de nouveau se passe. Qu'une nouvelle aventure commence. Et cette aventure, c'est celle de la grande refondation de la gauche française et de la gauche européenne. Tout cela est lié. Cette aventure, c'est notre aventure. Et c'est celle que nous lançons ici. Alors moi, je veux juste vous dire à quel point nous tous, on est fiers. On est fiers de cette aventure. On est fiers que cette aventure commence entre nous ici. Et bientôt, j'en suis sûr, vu que l'enthousiasme est aussi contagieux que le fatalisme, et vu que vous avez l'air enthousiaste, et bien bientôt, on fera ces meetings dans des stades de foot. On commence ce soir. Très vite, eh bien, on verra la matérialisation de cet enthousiasme. Moi, je pense que les campagnes, nous pensons tous que les campagnes, elles se gagnent. Bien sûr, les réseaux sociaux, les médias, c'est important. Elles se gagnent surtout dans le contact humain. Et dans la chaleur qui se dégage des propos des gens qui viennent parler. Et donc, tout dépend de votre chaleur. Vu à quel point il fait chaud dans cette salle, je me sens bien ici confiant. Et moi, nous sommes toutes et tous certains qu'on va y arriver. On n'a pas le choix. C'est la refondation de la gauche qui est en jeu là. C'est la première pierre. Et on ne peut pas vivre sans gauche. Alors, on n'a pas le choix et quand on n'a pas le choix, on gagne. C'est comme ça. Il faut y aller le couteau entre les dents comme une bonne caricature bolchevique. Et alors là, on y arrivera et on se souviendra tous et toutes que ça a commencé ici et maintenant. Et je vous remercie.